Bonjour à tous et bienvenue. Euh, Nous sommes donc réunis pour travailler ensemble sur l'énergie, un sujet d'actualité s'il en est. Sera-t-elle encore un bien commun? Et on a le grand plaisir d'accueillir. Alors, n'y voyez pas un truc genre une contre quatre, là, hein, oui, j'ai mes préférences. Bah, j'adore Toi à moi, sa toute nouvelle déléguée générale, hein. Alors, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas récente dans ce mouvement, cette association. En revanche, vous êtes déléguée générale Nord de France. Alors, Nord de France, c'est quoi? C'est plus. Ah, c'est que Nord-Pas-de-Calais. Oui, oui. Euh, donc, Nord-Pas-de-Calais pour Toi à moi, donc on vous présentera dans quelques instants. Et de l'autre côté, de gauche à droite, Hervé Pignon, qui est le directeur régional Hauts-de-France de l'ADEME, l'Agence des transitions, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques, et Mathias Povs, qui est délégué régional d'EDF et par ailleurs engagé dans Ecopos en qualité de grand partenaire. Trois petites histoires pour commencer. La première, c'est ma rencontre avec la Fédération des endiviers la semaine dernière. Vous savez qu'ici, on est les leaders mondiaux de la production d'endives, hein. Et la semaine dernière, je rencontrais l'un d'entre eux, une grosse production, la Perle du Nord, je ne sais pas si vous connaissez. Dans son compte d'exploitation, l'énergie a augmenté de 800%, 800% par rapport à N-1. C'est juste le résultat d'exploitation de sa boîte. Enfin, il peut fermer, quoi. S'il ne fait rien, il peut fermer. Deuxième exemple, centre social du Haut-de-Mont-Sans-Barreul. Alors, pour ceux qui ne sont pas de la région, Mont-Sans-Barreul, c'est une ville là, de la métropole. Ils ont organisé, mais en urgence, des réunions pour les habitants pour les former à une meilleure utilisation de l'énergie, parce que angoisse, hein, dans les foyers, notamment les familles précaires, et on ne sait pas comment faire. Et ça montre bien l'ambiguïté du rapport du citoyen à l'énergie. Et puis, troisième exemple, ça m'est tombé ce matin, le MEDEF organise en urgence la semaine prochaine une réunion de tous les entrepreneurs, entrepreneuses de ce territoire pour se former à la sobriété énergétique dans leur exploitation, et notamment chez les industriels. Donc, ils ont décidé ça hier, ils le montrent pour le 10 novembre parce qu'il y a des alertes et des angoisses exprimées par le monde économique. C'est de tout cela dont on va parler parce que dans cette crise climatique qui devient structurelle, hein, on est sorti de... Oula, je vais rester debout. On est sorti de la conjoncture. On doit repenser l'ensemble de la chaîne de production, de distribution, de monétisation également de l'énergie. Et ça va visiter les infrastructures et l'organisation de notre système énergétique. Et avec en toile de fond ce souhait, ce souci, cet impératif de garantir un accès universel et égalitaire à l'énergie, qui est un droit et un droit fondamental qui doit être garanti par tous. Je vous donne deux chiffres pour terminer ces propos introductifs. Dans le monde, il y a plus d'1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Et un autre chiffre que je regarde, 2,3 milliards de personnes n'ont pas accès à des moyens de cuisson non polluants. Donc voilà, hein, vous avez plus d'un quart de la planète qui n'a pas un accès raisonnable, raisonné à l'énergie aujourd'hui. On a un beau panel là avec nous pour essayer de répondre à ces questions. Donc, on va essayer d'aller loin sur comment repenser l'organisation de l'énergie, la production, la distribution, le modèle économique également. Je voudrais tout d'abord vous donner la parole, Gaël, puisque avec toi et moi. Alors, l'histoire a démarré quand avec Denis Castin et quelques autres?
Alors, les micros. Ah, on n'a que 2 micros. Ah non, on en a un troisième, excusez-moi. Si Mathias peut lui donner. Voilà. Oui, oui. Alors, non, non, c'est elle. C'est elle. Eh bien, l'association fête ses 15 ans en fait, cette année. Donc, ça fait 15 ans que Denis Castin, le fondateur de l'association, a eu une prise de conscience. À un moment donné, c'est une personne qui allait facilement à la rencontre des personnes dans la rue qui faisaient des maraudes. Et un jour, il s'est dit, bah, OK, c'est chouette ce que je fais, mais en fait, je n'aide pas les gens à sortir de leur précarité, je les aide juste à survivre dans et à les soulager. Et à les soulager. Et donc, il a eu envie d'aller plus loin et il s'est dit, la petite pièce que je donne, moi, une fois par semaine à une personne dans la rue, si j'arrivais à mobiliser les personnes qui ont le même geste que moi, peut-être qu'on pourrait aller plus loin en achetant un appartement et en sortant la personne de la rue. Donc, le modèle de toi et moi, c'est acheter des logements, les mettre à disposition parce que c'est le passage obligatoire pour remettre debout les gens, quoi. Exactement. C'est une étape tremplin, en fait, dans la vie des personnes. Et votre financement, mécénat d'entreprise, dons de particulier. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit une action citoyenne. Donc, notre financement, il est à 90% sur du fonds privé. Et c'est grâce à la mobilisation de chacun. En fait, ce qu'on veut pouvoir expliquer aux gens, c'est qu'on est tous concernés, on peut tous agir. Qu'on soit un particulier qui est capable de donner une petite somme tous les mois, un peu de son temps grâce à du bénévolat au sein de l'association, qu'on soit une entreprise qui va venir de faire un don financier, matériel, avec des compétences de ses salariés, tout le monde à un moment donné peut agir en fait. Et ce qu'on veut essayer de faire prendre conscience, c'est de se dire, c'est trop facile de dire ah bah oui mais moi je peux pas, c'est trop compliqué pour moi. Non, d'une façon ou d'une autre, chacun peut intervenir pour aider les personnes plus précaires que soi à sortir de leur situation et à les réinsérer. Notre région et en particulier le Pas-de-Calais, donc c'est votre terrain de jeu, est en tête des taux de précarité énergétique, un foyer sur 4 en précarité. Comment vous sentez-vous aujourd'hui cette situation d'urgence dans le rapport à l'énergie auprès des publics précaires que vous accompagnez? Très compliqué. Clairement, il y a vraiment des angoisses en fait. Des angoisses. Ouais, des angoisses. Vraiment des angoisses auprès des personnes précaires. Alors, je vais parler de celles qui sont du coup dans des hébergements où en effet, l'énergie, le coût de l'énergie est en train d'exploser. Et du coup, ça crée vraiment des craintes au niveau des personnes de ne plus oser en fait d'allumer le chauffage. Et puis les discours en fait qu'on entend de dire baisser le chauffage. Donc du coup, eux, ils en sont carrément à une étape, je n'allume plus du tout le chauffage. Du coup, forcément, ça crée des fragilités. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont en général dans des logements plutôt mal isolés également. Donc ça, voilà, doublement négatif dans le sens où non seulement ils vont plus oser se chauffer et utiliser en fait les appareillages électriques, mais en plus ça leur crée en fait une tension au niveau du moral qui fait que ça les affaiblit encore davantage. Quelle pédagogie vous menez auprès d'eux pour d'abord dire allez, ensemble, on va essayer de gérer le truc et de les amener à une meilleure consommation de l'énergie? Alors, c'est ça, c'est de la pédagogie, en fait. C'est d'essayer d'apprendre à chacun, par exemple, à utiliser les heures creuses pour faire les machines à laver. Dire que, oui, en effet, on n'est pas obligé de couper complètement le chauffage, mais on peut réduire. Nous, on essaye alors, puisque nous, on est propriétaires de nos logements, d'installer, en fait, des radiateurs programmables pour que, du coup, le chauffage se déclenche que sur certaines heures. C'est, voilà, essayer de leur montrer comment on peut grâce à des petites installations. Après, nous, on peut le faire parce que l'association est propriétaire de ces logements. Clairement, c'est beaucoup plus compliqué pour les locataires du parc privé ou du parc public qui n'ont pas la possibilité en fait d'obliger leurs propriétaires à faire ce type d'installation. Les bailleurs, donc j'ai discuté avec les gens du centre social de Mont-Saint-Barreul la semaine dernière, les bailleurs font la chasse à la connexion sur les ampoules des paliers pour alimenter les chauffages des maisons. Il y en a partout. Ouais. Et puis en plus, malheureusement, c'est souvent des radiateurs qui sont très énergivores, puisque ce sont des radiateurs d'appoint qui sont installés, qui sont dangereux en plus au niveau de l'installation qui est faite de façon comme ça, un petit peu aléatoire, ce qui crée un danger encore en plus potentiel d'incendie, d'intoxication dans les ménages. Alors, avant de poser le sujet avec Sylvie Matelli,
Et je reviendrai vers vous après pour que vous nous exprimiez, hein, vous qui êtes au contact de ces publics précaires, quel changement d'organisation, de tarification, d'accompagnement à la consommation vous attendez et vous appelez. Je voudrais faire un tour de salle. Vous n'êtes pas 5000, hein, donc c'est bon, vous allez pouvoir prendre la parole, pour que vous nous exprimiez, vous, les questions que vous mettez sur la table, les réflexions que vous avez envie d'aborder, les sujets qui vous taraudent aussi aujourd'hui, sur ce qui nous réunit là ce matin. L'énergie sera-t-elle encore un bien commun? Je me permets de mettre tout de suite un point d'interrogation. Alors, monsieur. Bonjour, moi je vais commencer avec les questions qui fâchent, désolé. Ou pas. C'est pour monsieur Pavsé. Pavsé. P-O-V-S-E. Ok. J'ai vu que l'État avait racheté les dernières parts d'EDF il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me pose la question de savoir quel était le projet derrière tout ça. Savoir s'il y a un projet ou pas, ou si on ne risque pas de vendre notre bien commun qui est EDF. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des intérêts privés derrière tout ça. Ah bon, on y va tout de suite, là, allez. Allez, là, on n'est plus dans l'énergie, on est dans EDF, est-il un bien commun? Alors, EDF est né de la solidarité nationale en 1946, on fait un peu d'histoire, hein, quand c'est plus de 1300 entreprises qui ont été regroupées pour créer EDF et reconstruire l'aménagement électrique, entre guillemets, du pays après la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi l'ouverture? Alors, juste un petit point d'actualité, il y a une OPA simplifiée qui a été décidée qui vise à racheter les 16% d'actions privées qui restaient, puisque 84% étaient restés publics. Et quel est le projet derrière ça? Il est un projet, c'est que le choix de la France a été de faire porter une partie du bouclier tarifaire dans le contexte qu'on rencontre aujourd'hui par EDF. Et donc, le bouclier tarifaire coûte, je crois que ça a été annoncé au global, ça va coûter 50 milliards à l'État, 12 milliards ont été rajoutés ce matin, mais dans les 12 milliards, une partie va venir des ENR et de l'hydraulique d'EDF. Une autre partie est venue l'impact global va être au-delà de 10 milliards d'euros pour EDF, plus la réplication. Donc, on est dans une situation où EDF va devenir l'opérateur de transition énergétique de l'État français, je vais le dire comme ça, puisqu'il va être complètement nationalisé. Alors, ce n'est pas une question qui fâche, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre, c'était comme ça avant les années 2000. Et d'ailleurs, dans l'explication qu'on pourra faire tout à l'heure des prix de l'énergie, on avait un système qui n'était pas si mal fait à l'époque, puisque ça devient la valeur refuge en ce moment. Ça s'appelle le tarif réglementé de vente, mais je pense que vous en parlerez. Je vous laisserai, je ne vais pas dévoiler la présentation qui va être la vôtre, mais je la compléterai un peu plus spécifiquement pour EDF. En fait, aujourd'hui, l'énergie, et on parle beaucoup d'électricité, parce qu'en même temps, on a une double équation, c'est à la fois réduire la consommation d'énergie, la décarboner, ça c'est l'empreinte environnementale. Mais on a deux pieds qui viennent s'ajouter à ça et qui sont venus se rappeler très vite à nous au vu du contexte. Au sortir du Covid, on a eu déjà des premières crises gazières qui ont fait un impact fort sur les prix de l'énergie et en corrélation avec le mode de fixation des prix, avec la fixation avec le coût marginal de la dernière centrale à la plaque européenne qui vient lier le marché du gaz et le marché de l'électricité. On avait déjà à la fin 2021 des prix qui étaient à 457 €, je me souviens, le 21 décembre, alors qu'avant le Covid, on était à 50 €. Donc, vous voyez, ce n'est pas complètement dû qu'à l'Ukraine, cette histoire. Et ensuite, forcément, à partir de février 2022, quand la crise en Ukraine se déclenche avec l'invasion par la Russie, l'équation du gaz russe, qui est un fournisseur assez important pour l'Europe, hein, une dépendance de l'ordre de 40% pour l'Europe, beaucoup plus pour certains pays, beaucoup moins pour la France, on fait, en plus de l'effet prix, on sont venus gérer un effet pénurie qui est venu se superposer avec cette première approche de l'effet prix de la crise gazière. Et donc, on a le pilier qui est la souveraineté énergétique. On en entend beaucoup parler. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on entend beaucoup plus parler en ce moment de souveraineté énergétique que de décarbonation, qui était encore le mot qui était utilisé 3 fois par jour il y a 1 an et demi. Et donc, l'enjeu du bien commun, ce sera de continuer à faire de l'efficacité énergétique et de la décarbonation tout en ayant
adresser la question de la souveraineté énergétique, on en parlait, parce que c'est lié. Et il y a un troisième pilier qui, à mon avis, est la base de tout, c'est ce que nos anglo-saxons appellent l'affordability, c'est comment on permet d'avoir un prix d'énergie qui soit accessible au plus grand nombre. L'électricité a cela de particulier par rapport aux autres produits, c'est que c'est le seul produit qui est chez tous les Français, en tout cas chez tous les Français. Alors, tu l'as rappelé, il y a beaucoup de pays, notamment en Afrique, 75% sur le continent africain n'ont pas accès à l'électricité. Donc, mais dans notre contexte, on va dire européen que l'on connaît, c'est un produit qui est chez tout le monde. L'énergie est consommée par tout le monde sous toutes ses formes. Et l'électricité a cela de particulier, c'est qu'il n'est pas commercialisé en tant que produit comme tel, mais en tant que ce qui permet de produire, c'est-à-dire des efforts mécaniques, de la thermique pour se chauffer, des réactions chimiques pour faire de l'hydrogène, par exemple. Et on doit la produire au même moment qu'on la consomme, parce qu'on n'a pas de gros moyens de stockage technico-économiquement encore aujourd'hui disponibles. Et donc, systématiquement, on doit, en ce moment, quand on se parle, le micro fonctionne, les lampes fonctionnent, c'est qu'il y a un moyen de production qui est en train de fonctionner quelque part en France et en Europe pour alimenter tout ce qui est consommé à l'instant T. Et donc, ces grands équilibres font que c'est un marché extrêmement complexe qu'on a construit depuis 2000 par approximation successive. Mais là, je vous laisserai... ce que j'appelle approximation, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est qu'on a appris en marchant, Non, c'est des pas à en pas. disant le marché s'est construit avec des signaux prix pour régler les problématiques court terme. Et on en a perdu, je pense, et on le constate aujourd'hui, des signaux d'investissement long terme, parce que en cela, la politique énergétique et les politiques d'investissement dans le domaine de l'énergie sont des politiques de long terme. Or, on a été confronté ces dernières années à beaucoup de décisions court terme. Donc, quand monsieur dit cette recomposition du capital pour en faire une société 100% publique, c'est la volonté de reprendre la main pour assurer. Je vais dire ça, étant à la tête d'EDF, je vais prendre un peu de droit de réserve, mais c'est concrètement pour reconstituer un champion national d'appui à la transition énergétique pour le pays. Comment on va décarboner et permettre d'avoir une électricité souveraine, disponible, peu chère et fiable, en complément de l'approche, bien entendu, décarbonée, puisqu'on aura besoin de tout. On parle beaucoup en ce moment dans toute cette équation, si vous additionnez, et ce sera le propos d'Hervé sur les différents scénarios, il faut qu'on arrive à faire cette alchimie sur ces trois axes avec la force qui fait de la France, c'est son mix historique, parc nucléaire existant, hydraulique et le développement des ENR depuis plusieurs années. D'ailleurs, la région est particulièrement dynamique sur ce sujet. Et derrière, c'est comment on avance sur les deux jambes avec les puissances commandables. On vient de se rendre compte que tout le monde se bat sur des questions d'énergie moyennée à l'année, sauf que l'énergie moyennée à l'année, ça n'a jamais permis de faire des moyens de pointe pour passer les pointes de consommation. Et il faut travailler sur les deux plans, c'est-à-dire les capacités de production avec des investissements de puissance commandable, même s'ils ne servent pas toute l'année, et ça doit rentrer dans le modèle économique, et après des moyens décarbonés de production d'énergie sur la durée. Votre avis, Sylvie Matelli, sur le sujet précis du bouclier tarifaire, donc c'est ce que les pouvoirs publics ont mis en place en France. En Belgique, il n'y en a pas. J'ai entendu ce matin témoignage d'un habitant de Bruxelles qui disait que sa facture était passée de 175 € à 690 €. Alors, bonne pioche ou pas pour garantir le bien commun, un dispositif comme celui-là? Alors, si la réponse était aussi simple que bonne pioche ou pas bonne pioche, je pense que tout le monde l'aurait donné, en fait, d'ores et déjà. Et soit on aurait abandonné le bouclier tarifaire, soit les Belges l'auraient adopté. Je pense que c'est probablement une bonne mesure et on en a vu les effets macroéconomiques, c'est-à-dire l'inflation en France est en grande partie grâce au bouclier tarifaire l'une des plus faibles d'Europe. Donc ça a été une bonne mesure, mais ça a été une mesure qui est venue panser une plaie qu'on a laissé s'ouvrir, moi je dirais, depuis 40 ans, en fermant les yeux sur des tas de choses. Alors on parlait tout à l'heure de la situation d'EDF et cette idée au fond, les premiers chocs pétroliers, contrairement à ce qu'on croit souvent, ne sont pas uniquement des chocs de prix. Il y a un moment donné, rappelez-vous, 1971, c'est halte à la croissance, c'est le rapport Meadows. Dès le début des années 70, on nous dit attention, on sous-estime l'énergie. Moi, je suis économiste. Dans les modèles économiques, l'énergie n'est pas un facteur de production. Vous avez le travail, vous avez le capital, vous n'avez pas l'énergie. Et déjà, ça, c'est une erreur majeure, en fait, de considérer que cette énergie, vous l'avez dit, ce n'est pas un bien en tant que tel, c'est ce qui permet de produire, c'est ce qui permet de transformer de la matière à un moment donné. Et donc, cette énergie, au fond,
elle a paru comme l'eau, et je cite à volonté l'eau, parce qu'il y a des tas de matières premières comme ça que l'on considère, parce que ça vient de la terre, parce que c'est facile, on pense que c'est facilement exploitable, ça n'existe pas. Et on y aura toujours accès à un prix extrêmement bon marché. C'est une erreur manifeste. Alors à la limite, on avance en marchant, vous le disiez tout à l'heure, et on aurait pu se dire au début des années 70, bah, le monde s'est développé comme jamais depuis quelques décennies, depuis presque 150 ans au début des années 70. On ne savait pas, on ne s'est pas rendu compte. Mais à partir des années 70, on savait en fait. On savait, on n'a pas voulu voir. Et les erreurs, elles ont été à plusieurs niveaux. Ça a été l'erreur d'aller de faire confiance finalement, de se dire on a un problème à un moment donné, il n'y a pas assez d'énergie, on entre dans une période de pénurie d'énergie. On n'avait pas encore tout à fait conscience du changement climatique, il faudra attendre le début des années 80. Mais là aussi, le début des années 80, ça commence à faire un sacré temps malgré tout. Début des années 80, on sait que ça y est, que notre surexploitation des énergies fossiles non seulement menace d'épuisement, mais en plus émet du CO2 qui entraîne du réchauffement climatique, qui menace non pas la planète, je tiens à le dire, mais notre survie sur cette planète. La planète, elle s'adaptera toujours, notre survie et puis la survie de toutes les autres espèces sur la planète, mais essentiellement de notre fait. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie début septembre, je me permets la petite parenthèse, qui expliquait que, suite à un sondage, qu'il y a quand même 39% des Français aujourd'hui qui ne savent toujours pas que le changement climatique est anthropique, donc est lié à l'activité humaine. Il y en a 9% qui considèrent qu'il n'y a pas de changement climatique. Bon, il faut être vraiment sacrément hors sujet. Oui, il y en a encore 9%. Mais il y a quand même encore 30% des individus qui ne savent pas que c'est notre faute, en fait, et qu'il faut changer. Donc, tout ça pour vous dire, on a refusé de voir ça, et la réaction ou l'attitude de nos gouvernements, mais comme on en a largement profité, on a aussi laissé faire, ça a été de dire, au fond, peut-être que l'assouplissement des règles et des régulations, la privatisation, le recours au marché va résoudre tous nos problèmes. Et au fond, c'est vrai que ça a fonctionné pendant un certain temps, mais on est au bout du système. Mais on est au bout du système, et je crois qu'on aurait largement pu anticiper et qu'on n'aurait pas eu besoin de bouclier tarifaire. Regardez les problèmes qu'on a sur nos centrales nucléaires. Moi, je me souviens, il y a peut-être 12-13 ans, j'entendais un spécialiste de l'énergie dans une conférence où il était invité, qui nous expliquait que sur nos centrales nucléaires, c'était le moment ou jamais de prendre une décision. Il fallait choisir soit de les renouveler, soit de quitter le nucléaire et d'investir massivement sur les énergies renouvelables. Rien n'a été fait. Pourquoi ? Parce que ça aurait coûté un tout petit peu plus cher probablement aux consommateurs, mais rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où au fond, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on cumule tout un ensemble de problèmes avec, cerise sur le gâteau, une guerre en Ukraine. Mais ça n'est que la cerise sur le gâteau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi encore, fin 2021, donc il n'y a pas si longtemps, quand j'expliquais à tout le monde que l'inflation allait durer parce qu'on était entré en transition énergétique, les gens regardaient, même des experts, même des économistes, en disant non, c'est le Covid, c'est la reprise ça va le Covid. durer. Donc, vous voyez comme on a du mal quand même à se réveiller sur ces sujets. Alors, j'ai peut-être pas complètement répondre à votre question, mais elle était pas facile comme réponse. On est à 9,2 ce matin. Une autre intervention ? Vas-y. Je tutoie, je connais. Vas-y. Tiens, micro. Ouais, merci. Oui, en fait, je suis plutôt là en tant qu'entrepreneur, puisque moi, j'ai presque 40 ans ou plus de 35 ans d'expérience dans l'agroalimentaire. Monsieur Pignon, je l'ai rencontré il y a très, très longtemps, parce que je suis arrivé ici pour prendre la direction de la brasserie Jeanne d'Arc à Ronchin. Et donc, voilà, cette problématique énergétique, moi, j'ai été pendant 15 ans directeur d'usine. Donc, les sujets de consommation d'énergie, de la consommation de l'eau, du tri des déchets, tout ça, c'est des sujets qu'on traitait déjà il y a 30 ans. Et effectivement, mais on n'a jamais eu, je dirais, la conjonction aujourd'hui de toutes les problématiques qui se posent, je dirais, entre autres à l'agroalimentaire, parce que c'est ce que je connais bien, si vous voulez. Et effectivement, on est dans une situation très, très compliquée, parce qu'à un moment donné, moi, tu vas citer des exemples, mais j'ai un copain qui est le patron de LSDH, qui est une grande entreprise agroalimentaire dans le Loiret, qui me disait qu'aujourd'hui, la facture énergétique va lui pomper les 2 tiers du bénéfice de l'année dernière.
Pareil, j'accompagne une petite société qui fait des confitures et il me disait que le surcoût de l'énergie, c'est 120 000 euros, c'est-à-dire 3% du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc, alors, on n'a pas rien fait quand même depuis 30 ans ou 40 ans, parce qu'on a quand même, dans nos usines, essayé d'optimiser nos consommations d'énergie. Donc, on a quand même fait des choses. Mais effectivement, il faut encore accélérer. Voilà, et c'est un sujet voilà, c'est vraiment un bien commun et qui a une incidence au-delà du particulier et beaucoup au niveau industriel aujourd'hui. Cette situation nous montre qu'on est au bout d'un système. On va essayer de voir avec vous, mesdames, messieurs, les conditions de sortie et de réinvention. Et il y a quand même derrière ça une notion d'urgence parce que il y a le citoyen et l'habitant qui dit « moi, je ne peux plus ». Et l'entreprise, enfin, tous les corps sociaux de la société. Didier. Et notamment quand on voit l'attitude de l'Allemagne avec son abandon du nucléaire et son retour au charbon, je me dis, mais il y a une double approche énergétique ou européenne, mais j'ai l'impression que très bonne question. L'Allemagne n'est pas dans le même jeu, quoi. Alors, on pose la question à Sylvie Matelli parce qu'effectivement, dans ces réflexions, ces stratégies, il faut sortir de l'hexagone. Il y a une apathie européenne et internationale sur une gestion coordonnée et intelligente de l'énergie. Alors maintenant, est-ce qu'on se met la main au derrière? C'est moi l'expression. Pour répondre à la question de monsieur, à court terme, je pense que la réponse européenne est probablement la réponse qui sera le plus efficace. On le voit déjà sur le gaz. C'est parce qu'on est allé, alors on est allé chasser individuellement, mais il y a quand même eu aussi des engagements et des solidarités qui ont permis d'aller chercher du gaz en tant qu'Européens, mais ça n'est que du court terme, parce qu'en fait, c'est quoi la transition énergétique? La transition énergétique, c'est le passage, et c'est une banalité de le dire, et excusez-moi, mais c'est le passage d'une énergie fossile, au fond une énergie fossile qui se brûle pour produire de l'énergie, à une énergie à partir de vent, de soleil, peut-être de nucléaire, même si le nucléaire, ce n'est pas si éloigné que ça du fossile dans le process de production d'électricité. Donc, fondamentalement, c'est une énergie qui va se relocaliser quelque part. Donc, est-ce qu'on aura autant besoin d'Europe une fois qu'on aura fait notre transition énergétique? J'en suis pas certaine. Probablement pour s'approvisionner en matériaux, parce que c'est en ça que ça va changer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça va changer le monde aussi d'un point de vue géopolitique, parce que là où l'Arabie saoudite a le poids qu'elle a aujourd'hui parce que exportateur de pétrole, il est très clair que dans un monde qui est passé à un autre système énergétique, c'est plus l'Arabie saoudite, c'est peut-être la RDC qui aura cette importance-là. Donc, vous voyez, et la RDC aujourd'hui oubliée avec tout un ensemble de problématiques et d'insécurité et d'instabilité. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, l'Europe, pour répondre à la question, l'Europe est une partie de la solution momentanément. Elle n'est pas toute la solution. Je pense que la solidarité européenne était aussi très symbolique et fondamentale face à un Vladimir Poutine qui se disait ils vont tous se tirer dans les pattes et je vais enfin parvenir au rêve absolu d'un certain nombre de leaders politiques en Europe et partout dans le monde, c'est détricoter cette Europe et la faire imploser. On n'a pas intérêt à ça, c'est certain. On n'a pas intérêt à ça, même si les réflexes nationaux sont compréhensibles aussi. L'Allemagne, elle joue super gros dans cette difficulté momentanée. On annonce quand même 4% de recul du PIB l'an prochain. Il y a une industrie qui est au bord du gouffre, probablement encore plus qu'en France. Et il y a un besoin d'aider qui n'a pas été pris suffisamment à temps. Peut-être que là, pour le coup… les crispations franco-allemandes. Ouais. Encore une intervention par l'Allemagne accélère encore plus ce phénomène. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on sait très bien. Alors, je modérerai juste une chose, c'est que moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse fonctionner sans avoir une plaque européenne, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a maîtrisé le prix de l'énergie, c'est justement, et c'est vertueux, de se dire on construit les prix de l'électricité en allumant le moyen de production qui est le moins cher en premier. Sauf que ça envoie un signal prix court terme. Et derrière, c'est comment on s'assure que chaque pays est vertueux pour développer les moyens de production qui sont les moins carbonés et les plus efficaces.
Sauf que l'Allemagne, il se trouve qu'elle est assise sur un tas de lignite et de charbon et qu'elle se dit je fais un beau discours, mais derrière, j'aime bien aussi utiliser le charbon et la lignite qui est la mienne. Et techniquement, quand on fait 62 gigawatts de solaire et 64 d'éolien, à un moment, tous ceux qui ont fait un jour de l'électricité dans leur vie et qui ont exploité un système électrique, il faut des puissances commandables pour gérer l'intermittence de ces moyens de production. Ça paraît être une banalité ce que je dis. En attendant, aujourd'hui, on a 120 gigas installés. 120 gigas, c'est 2 fois le parc nucléaire français en puissance installée. C'est pour vous donner les ordres de grandeur. Et ils ne produisent en ce moment, on va dire quasiment la moitié de la journée, ils sont à la lignite et au charbon. Ce n'est pas pour rien que quand on regarde les émissions de CO2, parce qu'il faut repartir quand même, si on dit l'urgence, c'est le changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre, faisons un point sur les émissions de gaz à effet de serre. On est aux alentours de 50, 60, allez, j'arrondis en moyenne en France avec notre mix que j'évoquais, historique plus ENR qui se développe, solaire et éolien, en gérant et l'intermittence et en modulant avec le nucléaire la puissance intermittente des ENR. Ça a été le choix français. À côté de ça, ils sont régulièrement au-dessus de 400 grammes, voire 600 grammes. On a un facteur 10 sur l'objectif même. C'est-à-dire que au départ, l'objectif qui avait été de choisir cette politique énergétique-là sur le long terme, c'était de réduire durablement les émissions de CO2. Les choix qui ont été pris montrent qu'ils sont 10 fois plus élevés que nous. Donc, quand on entend dire qu'on est en retard, ouais, on est en retard sur quoi? Il faut se mettre d'accord sur les chiffres. Soit on est en retard sur certains moyens par une façon d'aborder le sujet, soit on est en avance sur le résultat final qui est de réduire les émissions de CO2 pour le changement climatique. Et ça, c'est une vraie dimension parce qu'aujourd'hui, si on faisait fi des États et des interactions géopolitiques, il est beaucoup plus rentable d'aller supprimer des centrales à la lignite et au charbon dans l'Est de l'Europe que de développer des moyens décarbonés pour les substituer à d'autres moyens qui sont déjà décarbonés. L'électricité en France est à 97% décarbonée. Et l'ancien discours qui a été fait sur tout le débat, souvenez-vous de la PPE, il y a une espèce de focale qui s'est faite un peu naturellement entre c'est quoi le rapport, le bon ratio qu'il devrait y avoir entre énergie renouvelable et nucléaire, alors que ça, c'est décarboné à 97%, que ça représente 25% de l'énergie finale consommée et que 75% de l'énergie que l'on consomme encore en France est fossile. Alors, à vous écouter, les points de réflexion pour répondre à cette question, l'énergie sera-t-elle toujours un point commun? Il y a les trajectoires de décarbonation, on va y revenir tout de suite avec Hervé Pignon. Il y a le modèle économique, le prix qu'ils peuvent ou pas payer. Il y a l'organisation, la production et la distribution de l'énergie peuvent-elles devenir locales? Ça, c'est un sujet pour EDF. La solidarité européenne. Et on va essayer de regarder tout ça. Donc, dans l'ordre, on va aller chez Hervé Pignon. Ensuite, on poursuivra la discussion avec vous, Sylvie et Mathias. Et puis, on vous entendra sur vos cris du cœur. Qu'est-ce que vous demandez à la planète énergie pour que les personnes en précarité puissent essayer de vivre dignement demain et après-demain. L'ADEME a fait un gros travail d'écriture, de trajectoire de transition énergétique avec une étoile, une cible qui est 2050. Oh, c'est loin, hein, mais c'est un tempo nécessaire pour regarder les choses. Un gros travail qui a été présenté l'année dernière et que vous êtes en train de déployer là sur les territoires. Hein. Vous faites une grande tournée sur les Hauts-de-France pour présenter ces scénarios et surtout leur application. Alors, je me permets de passer devant vous un film qui les présente parce qu'il y a plusieurs propositions et plusieurs trajectoires. Et après, tu nous emmèneras sur les scénarios qui, selon toi, peuvent répondre le mieux à l'énergie bien commun. Alors, excusez-moi, c'est là que ça se passe, la souris est là. Donc, tac. Voilà, hop.
Celui-là. Ouais, vidéo. Ah oui, non, pardon. Merci Mathias, c'est un métier. Voilà. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons grâce aux forêts et au sol. Compléter si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Et pourtant, Sylvie Matelli nous dit la tension énergétique date des années, excusez-moi, des années 70. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Alors du coup, comment? Bleu et vert? Ah, celui-là, d'accord, top. Voilà, merci. Tu en as choisi un, toi, perso, scénario? Alors, éthiquement, l'ADEME n'a pas le droit de choisir un scénario, mais je vais le faire, hein, évidemment, puisque je n'ai pas le droit. Non, peut-être si tu permets quelques clés de lecture, parce que tout est dit, tout est extrêmement concentré. Ça, c'est 2 ans de travail pour arriver à cet exercice de prospective, inédit, comme c'est évoqué.
Une idée en ce sens que, d'abord, on l'a fait en interne. Il y a eu 200 collaborateurs et collaboratrices qui ont bossé là-dessus. On a été challengé par le MEDEF, par les opérateurs énergétiques, par le monde de la biodiversité, par les élus, etc. Je vais dire pourquoi juste après, les associations, bien sûr. Et il est inédit parce qu'on s'était intéressé au seul bien commun qui soit, à savoir la planète dont on a atteint les limites. Et puis elle réagit de plus en plus fortement, cette planète. Bon. Inédit parce que souvent, quand on parle de transition énergétique, on s'intéresse à l'énergie. À l'électricité, au gaz, à la chaleur, au pétrole, etc. Mais il y a aussi les matières, les ressources, comme tu disais juste avant. Et puis il y a aussi les milieux naturels, qui d'ailleurs, si on les étanchéifie, si par exemple on fait de l'étalement urbain, on assèche les sols, le sol, il va moins stocker de carbone, il va même plus stocker de carbone du tout, donc il va accroître ce phénomène de réchauffement climatique. Donc cet exercice de prospective est inédit parce qu'on s'est intéressé à l'interaction entre ces différents milieux, l'énergie étant l'un des leviers, avec toutes les spécificités énergétiques. Et puis on a regardé si d'ici 2050, c'est ça l'horizon de l'ONU, c'est ça l'horizon du GIEC, si vraiment en France, on pouvait l'atteindre. Je vais presque terminer les quelques clés de lecture. On est reparti des 4 archétypes du GIEC, puisque le GIEC dit, ben voilà, le monde de demain, d'aujourd'hui et de demain, peut se traduire par une concurrence encore plus acharnée, peut se traduire par une sobriété absolument partout, d'un seul coup, etc. Donc on a repris simplement ces 4 archétypes d'évolution de la population, de fonctionnement, bon, qui sont 4 hypothèses en tant que telles, et on les a utilisées, appliquées en France, dans le contexte français, avec le contexte énergétique qui est le nôtre, avec le contexte sociologique qui est le nôtre, avec le contexte de rapport à la matière, aux ressources, aux milieux naturels, forêts, il y en a, il n'y en a pas, etc. C'est ça qu'on a fait. Bon, résultat, vous l'avez entendu dans le petit film, ça passe, ça passe. Quel que soit le scénario, on peut le faire. On peut sauver la planète. J'insiste toujours lourdement là-dessus parce que c'est vrai qu'avec une guerre aux portes de l'Europe, enfin, quand tu dis aux portes de l'Europe, une guerre mondiale larvée, avec des souffrances humaines, une précarité qui est phénoménale et qui s'enquiste en tant que telle, bon, il y a de quoi quand même avoir quelques états d'âme, quoi. Ça, cette vision-là, c'est pour dire, oui, on peut y arriver. Alors maintenant, si tu me disais, Jean-Michel, de choisir tel ou tel scénario, évidemment, je vais en choisir 2. Juste avant, les dénominateurs communs pour y arriver, on n'a pas 50, c'est sobriété, énergie, matière, milieu naturel, foncière. S'il n'y a pas de sobriété, quel que soit le scénario, le chemin, on n'atteint pas la neutralité climatique en France. Deuxième condition, c'est les énergies renouvelables à stock infini. En fait, c'est l'énergie de la Terre ou du Soleil, plus les récupérations de chaleur fatales, industrielles et autres. Ça va représenter, d'après nous, là aussi, quel que soit le scénario, entre 70 et 88% de la production d'énergie en France. On en est à combien aujourd'hui? On en est à une vingtaine de pourcents à peu près. 22. Si j'ajoute les récupérations de chaleur, allez, on va en être 22, dont essentiellement l'hydraulique. Voilà. Donc, cette question des énergies locales, renouvelables, issues de la planète, donc non carbonées ou non fossiles, elle est essentielle. Et elle est essentielle aussi parce qu'elle relocalise l'économie dans les territoires. Donc, on conserve les devises de la maison et on fonctionne, pas en autarcie, mais en intelligence. Et puis, dernier élément avant de choisir, je le jure, les scénarios, c'est la question des temporalités. 2050, c'est une génération. Mais l'Europe, Fit for 55, dit « Ah oui, mais il y a un petit jalon intermédiaire là, c'est 2030. » Et 2030, il faut avoir déjà divisé par 2 les émissions, donc la capacité à capter ou à ne pas capter de la planète en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et la neutralité en 2050. C'est ça qu'on a regardé. Autrement dit, on fait avec ce qu'on a sous la main au moment où on se parle. On ne se réfugie pas dans 20 ans, ça ira mieux. On trouvera une technologie. Donc vous avez compris que le scénario 4, qui est celui on l'a intitulé Paris réparateur, c'est on continue, voire même on amplifie notre mode de développement, puis on trouvera bien une technologie, puis on trouvera bien le budget nécessaire. Ouais. Sauf que pendant ce temps-là, pendant 25 ans, les émissions de gaz à effet de serre augmentent et que les puits de carbone technologiques qui deviennent indispensables dans le scénario 4
ben, il faudra les agrandir. Oui. Parce qu'ils ne seront pas suffisants. Je fais juste un petit arrêt de jeu parce que je note, il va falloir qu'on traite ce sujet. J'ai déjà évacué quand tu dis, hein, bon, là tu décris bien les conditions d'une énergie bien commun. Tu as parlé du local, ça va se localiser, donc il faut que vous me répondiez là à un moment, est-ce qu'on sera capable d'organiser la production et la diffusion localement? Nous, on a une logique d'un grand énergéticien en France. Comment ça va se délocaliser ça? Et puis ce que tu dis là, c'est dans un contexte où nous, la France, on émet moins de 1% des gaz à effet de serre de la planète. Hein. Non, mais ceci pour dire qu'on pourrait très bien se dire, bon, ok, c'est pas nous le problème. Mais on se fait tous rattraper par la cavalerie des aléas climatiques. On en parlait avec Mathias juste avant. Vous voulez dire un truc là-dessus, Sylvie? Et on revient vers toi après. Non, mais il faut peut-être arrêter aussi de se dédouaner de toute responsabilité. C'est vrai sûr. qu'on n'est pas grand-chose sur la planète, mais je vais vous citer, moi j'avais relevé un chiffre en préparant cette conférence. En 2021, le pays le plus performant sur le plan de la décarbonation de son économie, ça a été l'Afrique du Sud, moins 4,6%. Devant l'Australie, moins 3,3% et la Chine, moins 2,8%. À contrario, ils partent de loin, ils n'empêchent. Ils ont peut-être moins, alors les Chinois ont des chemin technologiques, mais tout à fait. À contrario, les États-Unis ont augmenté leurs émissions de 0,1%, l'Inde de 2,9%, le Japon de 0,6%, l'Allemagne de plus 1,7%. Après ce que vous nous avez dit, ça nous étonne qu'à moitié, mais la France de plus 1,4%. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de se dire on n'est rien du tout, donc au fond, ça ne sert à rien qu'on fasse quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, c'est justement parce qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on consomme quand même beaucoup, qu'on peut aussi faire un effort et donner l'exemple quelque part. D'accord. Ouais, il faut être les premiers. Il faut être les premiers parce que le monde de demain tiendra compte de ses limites obligatoirement. Voilà, on passe par la case perte et profit. Le scénario 1, il mise, lui, sur les sobriétés. Mais alors poussé au paroxysme. Et donc, on arrive tout de suite à la question, madame, que vous évoquiez. J'arrive pas à joindre les deux bouts en 20 mois et on me parle de sobriété. Il est clivant. Il est de facto clivant, ce scénario. Il passe. Mais ça veut dire une sobriété voulue pour un certain nombre, pour ceux qui le peuvent, et puis imposée pour d'autres. Comment vous parlez de sobriété, vous, à vos publics? C'est compliqué de parler de sobriété parce que je vais vous donner un exemple très simple d'un jeune homme qu'on accueille au sein de l'association. S'il n'était pas accueilli au sein de l'association, son revenu actuel, c'est le RSA, c'est 500 € par mois. Son loyer, c'est à peu près le même coût, entre 500 et 600 € pour un T2 sur l'île. L'APL, c'est 280 €. Ça veut dire qu'il a un loyer à reste à charge à 220 €. Son électricité, c'est 100 € par mois. Ses factures d'eau, d'assurance, vous rajoutez 30 €. Il lui reste un reste à vivre à 150 € par mois pour se nourrir et se vêtir. Je ne veux pas lui parler de sobriété. C'est insupportable. Donc, reste le 2 et le 3, mon cher Jean-Michel. Le 2, c'est implication forte des citoyens, des collectivités, des territoires, réindustrialisation ciblée des territoires. C'est par exemple sur la question du bâtiment, isolation massive de tous les bâtiments. On a 15% des bâtiments français qui sont isolés. 15%. Ça veut dire qu'on se pose des questions énergétiques, mais pour 85% d'énergie qui part aux petits oiseaux, si je suis un tout petit peu caricatural. 45% des logements en Île-de-France sont des épaves thermiques. Voilà. Ça, c'est le scénario 2. Et il s'intitule coopération territoriale. Ça veut dire que l'implication des acteurs publics, privés, citoyens des territoires est majeure. C'est du bottom-up. Ça veut dire qu'on mise sur l'intelligence territoriale. Et la question des sobriétés est moins poussée, le levier sobriété est moins poussé que dans le scénario 1, peut-être plus admissible, compréhensible, appropriable, et le volet technologique est bien évidemment déjà poussé. Et on se contente dans ce scénario-là de puits de carbone, puisque le végétal, le vivant est très important, biologique, c'est-à-dire on plante des arbres. Ce qui est très intéressant pour travailler la question de l'adaptation au réchauffement climatique, c'est-à-dire la question des îlots de chaleur urbains ou des îlots de chaleur ruraux. Dans les bourgs ruraux, c'est la même chose. Il n'y a pas que dans les villes que ça se met à chauffer. Et puis le scénario 3, c'est encore moins de sobriété par rapport au scénario 2, plus de technologie. Et là, ça renvoie à des technologies vertes, évidemment, décarbonées. Donc, on est peut-être plus sur du
top-down, c'est-à-dire c'est plus l'État ou les grandes filières industrielles qui sont à la manœuvre. Système. Donc, on a deux choix finalement de développement. Alors, est-ce que ce sera l'un plutôt que l'autre? Est-ce qu'on les oppose ou un mélange des deux? Ce qui est sûr, c'est que quand tu dis mélange des deux, nous, ce qu'on va regarder, pas en censeur, mais en expert de ces questions-là, c'est est-ce que ça boucle bien la question de la neutralité climat? Parce que sinon, c'est trop facile de dire, tiens, chez les Norvégiens, il se passe ça, c'est bien, en France, je prends ça, en Allemagne, je prends ça, et puis je vais m'en sortir. Non, la socio-économie des territoires, le contexte politique, industriel, l'acceptabilité ou l'appropriation des populations ne sont pas les mêmes. Donc, je ne sais pas vraiment choisir. Ce que je sais, c'est que le 4, il est infiniment trop risqué, de mon point de vue, que le 1, il est infiniment trop clivant, et que le 2, qui mise sur les territoires, l'intelligence territoriale, parce que quand même nos territoires, dont on fait tous partie, sont quand même en concurrence. Je veux ma zone d'activité, l'autre d'à côté, il a sa zone d'activité, je veux telle industrie, et puis à côté, j'ai la même industrie. Est-ce que, quand il y a concurrence comme ça, sur ces questions-là, finalement, de réchauffement climatique et d'accès aux ressources, il n'y en a pas toujours l'un qui gagne et l'autre qui perd. Le 3, il est plus interventionniste, je le redis, du niveau national. C'est une façon d'atteindre aussi la neutralité, bien évidemment. Simplement, il compte moins sur l'intelligence territoriale. Voilà la grosse différence qu'il y a entre ces deux scénarios. Dernière chose, pour faire un clin d'œil à Mathias, la part de l'électricité, quels que soient les scénarios, augmente, bien évidemment. Le gaz, il reste du gaz, mais c'est un talon de gaz, mais c'est du biogaz. C'est plus du gaz venu d'ailleurs en tant que tel, quel que soit le scénario. Et puis enfin, je le redis, la consommation d'énergie, quel que soit le scénario et quelle que soit l'énergie, elle baisse. Bon, voilà les quelques clés de lecture que je vais permettre d'apporter. Tu peux chiffrer la baisse? Elle baisse de quoi? D'une dizaine de % par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui dans le scénario 4. Elle baisse très très peu. Si on parle de viande, on mange 10% de viande en moins dans le scénario 4 pour boucler. Si je prends le scénario 1, la consommation d'énergie, elle est divisée par 2. Donc, est-ce qu'on est capable de l'atteindre en 8 ans? 8 ans. Puis, jusqu'en 2050? C'est la question, je ne juge pas. D'accord. Et puis, sur la viande, on en mange 70% de moins. Après, il y a des protéines, insectes, ce qui se passe là-bas à Bove, ou à Nel plus exactement, dans la Somme. Il y a tout ça, c'est en des choses de Artois société. avec accro, les steaks végétaux accro. C'est un trophée Grand Prix du trophée de l'économie responsable cette année. C'est incroyable. On s'y croirait. Alors, on débriefe avec vous, Sylvie, et ensuite, puisque c'est sa préconisation, on va aller sur quelles conséquences de la réorganisation territoriale de l'énergie avec Mathias. Et entre deux, je reviens vers vous pour que vous leur disiez à tous les trois, moi j'ai besoin de ça, pour que mes publics continuent à être debout demain, quoi. Votre commentaire. Alors, moi j'avais peut-être 2 points qui complètent ce que vous venez de dire, en tout cas qui me font réagir ou qui sont des réactions à ce que vous venez de dire. Le premier point, c'est quand on parle de réduction de notre consommation d'énergie, je crois qu'on ne comprend pas toujours exactement ce que ça veut dire. On l'a vu avec la crise en Ukraine, on nous a dit qu'il va falloir économiser 10% de notre consommation d'énergie. Ça veut dire réduisez d'1 degré le chauffage dans vos appartements, etc. etc. Quand on est sur des économies d'énergie aussi massives que celles que vous décrivez, c'est plus du tout ça dont il s'agit. Ce dont il faut se rendre compte, et moi j'aime bien prendre des comparaisons qui parlent, c'est qu'aujourd'hui, un Français moyen, donc vous, moi, un Français moyen, il vit comme s'il avait, grâce aux machines, à tout ce qui l'entoure, il vit comme s'il avait 200 personnes à son service. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie. C'est-à-dire le lave-vaisselle, le micro-ondes, tout ça. C'est des gens qui auraient fait à la place de ces machines-là. Donc, c'est quand même assez énorme. Quand on parle d'économie de repassage, etc. Et ce qui est certain, pour revenir sur la question des plus précaires, ce qui est certain, mais là, je n'ai pas de réponse politique, c'est que pour le coup, plus on a de l'argent, plus on a des revenus, plus on consomme de l'énergie,
Et donc, plus l'effort à faire va être important, mais on ne part pas du même niveau. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se priver de chauffage ou de plus manger parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Donc, ça, c'était le premier élément. J'avais une autre métaphore que j'aime bien répéter. C'est l'idée que nous, êtres humains, en bonne santé, en bonne condition physique, on peut produire au maxima 1,5 kWh par jour. Si on monte le Mont Blanc, par exemple, à la fin de la journée, on a produit 1,5 kWh. 1 litre d'essence, ça en produit 10. Donc déjà, ça vous donne un ordre d'idée sur ce que c'est l'énergie et ce que ça veut dire, ces scénarios qui nous sont présentés, en fait, en termes de changement de nos modes de vie. Peut-être moins chauffer notre lait. Enfin, c'est vraiment des éléments du quotidien. Donc ça, c'est le premier élément. Je reviens un petit peu à ma casquette, je reprends un petit peu ma casquette d'économiste qui s'intéresse de temps en temps à la géopolitique. Avant la pandémie de Covid, ce qui m'a beaucoup questionné, ce n'était pas encore l'inflation et les prix de l'énergie, pourtant ils avaient commencé à augmenter, c'était les mouvements sociaux. Et au fond, on se rend compte qu'on est aujourd'hui dans des sociétés partout dans le monde, c'est le point commun de tout le monde, de toutes les sociétés partout dans le monde, avec des sociétés qui demandent à intervenir dans les choix politiques parce qu'au fond, ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur ces 40 années où on a fait confiance au marché, c'est des années aussi où on a été très top-down, où on est allé, où c'est des écosystèmes, où c'est des patrons d'industrie et des leaders politiques qui ont pris des décisions et nous, on s'en est satisfait parce qu'au fond, on consommait de plus en plus des produits toujours moins chers et on ne s'est pas posé de questions plus loin que ça. C'était un peu le modèle chinois. Vous savez, ce pacte social, tu auras de la croissance, tu amélioreras ton quotidien et tu nous fous la paix, tu ne nous questionnes pas sur notre autoritarisme politique. On en était presque là. Il y a un moment donné, ça ne nous convient pas malgré tout et on se questionne et on descend dans la rue et on revendique d'avoir du pouvoir. Donc, je serais plutôt partante pour le scénario 2, parce qu'au fond, c'est ce scénario-là, où c'est la société, à un moment donné, c'est chacun d'entre nous, à un moment donné, qui prenons notre destin en main. Et je me dis, ça peut aussi calmer ces revendications sociales, ces mouvements sociaux qui sont devenus extrêmement dangereux. Je ne vous parle pas de Bolsonaro ce week-end, mais de Donald Trump, etc. C'est quand même devenu très inquiétant. C'est la résultante de ce divorce de la société avec le monde politique partout dans le monde. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait très, très peur. Au moins aussi peur que la transition énergétique. Donc, je serais partante de ça. La question qui se pose, c'est comment on fait. Parce qu'au fond, ces mouvements sociaux 2019, ils se sont tous télescopés partout dans le monde, mais ils ne sont pas nouveaux. Moi, je me souviens des altermondialistes à la fin des années 90, et on n'a pas trouvé à ce jour, la société n'a pas trouvé à ce jour un moyen de s'exprimer différemment que les modèles politiques qui sont en place. On en arrive à un point où même la démocratie est questionnée, donc c'est quand même phénoménal. Donc encore une fois, je trouve que le scénario 2 est séduisant. La question, c'est comment on fait et comment on réinvente notre démocratie pour permettre aux sociétés de prendre le pouvoir et d'assurer cette transition. Alors, vous nous donnez une piste et les scénarios de l'ADEME nous en donnent une aussi, c'est réimplanter dans les territoires la gouvernance, l'organisation de l'énergie. Et on va entendre Mathias là-dessus. Mais juste avant, vous les regardez tous les trois dans les yeux et vous leur dites ce que vous demandez. Alors, il y a un énergéticien qui est là. Et ce que vous demandez à la société, finalement, pour que vos publics, que les citoyens aient toujours accès à l'énergie. Justement, avec l'exemple concret que je vous ai montré il y a quelques minutes, ce jeune homme qu'on accompagne, alors rassurez-vous tous, il n'est pas dans cette situation-là parce qu'il est accompagné par l'association et que nous, on l'aide financièrement pour pouvoir être dans le logement. Mais je me dis que lui, il a eu la chance qu'on l'accueille. Par contre, il y a encore plein d'autres personnes en fait, qui sont soit déjà dans des hébergements et qui connaissent cette grande précarité, soit toujours à la rue. Et comment on peut essayer d'aider ces personnes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de travailler, qui ont envie de gagner plus et d'être capables de payer leurs factures. Sauf que comment on fait pour les aider à passer cette première étape d'accès au logement, d'accès à l'énergie, pour pouvoir justement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est j'ai pas de logement, j'ai pas de travail, j'ai pas de travail, j'ai pas de logement. C'est un cercle vicieux. Comment on peut aider ces personnes en fait, à accéder à un logement, à accéder à l'énergie
pour justement pouvoir après être capable un jour de payer et de faire des efforts au quotidien pour participer à l'effort national. Mathias va répondre. Juste avant, les scénarios de l'ADEME sont téléchargeables sur le site de l'ADEME, alors en version synthèse, hein, un PDF, et puis en version… combien de pages? 600 pages. Ouais, ce document est super bien foutu. OK, oui, pardon. Et je voudrais juste préciser, la solution pour moi n'est pas le chèque énergie. Parce que le chèque énergie, le jeune homme dont je vous parle, il va avoir le droit à un chèque énergie, je crois, entre à peu près 250 € pour l'année. C'est chouette, hein, mais ça va pas être suffisant. Mathias Povs. Et après, alors, on ira sur la décentralisation. Je vais parler de l'ozon, l'éloge du futur. Parce que là, ce que vous évoquez, Gaël, on se connaît bien parce qu'on accompagne l'association avec la Fondation EDF et on travaille ensemble. Mais je vais y revenir parce que sur les trois piliers, il y a aussi le pilier de comment on n'oublie personne dans la transition énergétique. Et là, on est au-delà. Si je prends un peu ma casquette quelques secondes de président de Fondation du Nord, c'est le triptyque emploi, logement, transport, et maintenant on rajoute l'énergie quelque part. Parce qu'avant c'était ça. Il faut un moyen de transport, un logement et l'emploi. Et ça, on ne peut pas dissocier les trois. Et on y travaille avec notamment les bailleurs sociaux sur ce sujet-là. L'énergie, c'est pas j'ai envie de dire, on ne parlait pas de sobriété pour le cas que vous citiez. Par contre, notre job, c'est de voir comment on peut réduire les 100 € qui sont liés à l'énergie. Est-ce que son logement est bien isolé? Est-ce que le moyen de chauffage qu'il utilise est bien approprié? Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à… Avant, on parle beaucoup de sobriété. Moi, je sais qu'il y a eu des longs débats. J'ai vu ça une fois pendant une demi-heure, les gens qui s'écharpaient à savoir s'il fallait parler de sobriété ou d'efficacité énergétique. J'ai envie de dire, il faut les deux. C'est-à-dire que pour faire la même chose, si on consomme moins, c'est bien. Et après, on peut aussi peut-être faire moins de choses. Et donc, in fine, on gagne sur les deux niveaux. Si je prends le symbole de la fast fashion, qui est souvent, soit on se dit, je vais être un peu moins énergivore pour fabriquer un t-shirt et comme ça, je pourrais en vendre et en acheter un tous les samedis, ou alors on se dit que c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter un t-shirt tous les samedis. Je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire que si on achète un t-shirt tous les mois et qu'en plus, il coûte 2 fois moins cher à fabriquer, c'est encore mieux. Et donc, il ne faut pas opposer la sobriété et l'efficacité énergétique. Mais je reviens sur le pied parce que ce qui me semble important, c'est à la fois, on l'a dit, produire décarboné, accompagner les clients, et là je prends tous les clients, les particuliers, les industriels, à accomplir cette transition énergétique. Comment faire que leur process dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, on rend possible cette transition énergétique. On a une pénétration des énergies renouvelables, mais on aura toujours besoin, dans tous les scénarios que l'on a pu étudier, et RTE est venu le rappeler, on aura un équilibre entre des moyens centralisés type nucléaire et hydraulique et des moyens décentralisés de NR photovoltaïque et renouvelables et d'autres moyens comme l'éolien offshore. Il se trouve que nous, on n'a pas fait le choix, on fait tout. Parce qu'on est convaincu, EDF, qu'on a besoin de tout. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre pour décarboner au plus vite. Et là, quand on parle d'urgence, il faut aller très vite. Et donc, il faut ce juste équilibre parce que quand on a Aluminium Dunkerque qui consomme 4 à 5 TWh par an et qui fonctionne 24 heures sur 24, on ne peut pas l'alimenter avec des moyens intermittents. Il faut des moyens. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyens de stockage à l'échelle d'une usine comme ça. La plus grosse batterie du monde, c'était Tesla qui l'avait fabriquée, 100 mégavoltampères en Australie. Alors, elle a pris feu cet été. Ils ont eu 1 semaine pour l'éteindre. Déjà, c'est un vrai souci. Quand on a un emballement thermique sur des grosses batteries, c'est une complexité à éteindre l'incendie. On avait fait le calcul avec le président d'Aluminium Dunkerque et le stockage de 100 MVA, ça fait tourner Aluminium Dunkerque 3 minutes, je crois. Voilà, donc quand on a un creux d'intermittence, vous imaginez le dimensionnement de la batterie, on a fait un petit calcul de coin de table avec Guillaume à l'époque, et en fait, la batterie de stockage avec les moyens connus aujourd'hui, elle coûterait plus cher que l'usine. Donc il faut avoir, moi je suis un peu le rabat-joie, mais c'est le fait d'être une entreprise, c'est comment nous, énergéticiens, on doit rendre possible ces différents chemins, c'est-à-dire trouver la voie qui permet de répondre à ces 3 piliers de décarbonation, de souveraineté énergétique et de rendre accessible à tout le monde l'énergie. Et à court terme, comment on fait? On travaille avec l'association Toamont, on travaille avec la Fondation Abbé Pierre. On est le seul fournisseur EDF qui a décidé
en accord avec la Fondation Abbé Pierre, qui est notre partenaire depuis de nombreuses années, à ne plus jamais couper l'électricité à des clients qui sont en difficulté financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui est en difficulté financière, il garde toujours une puissance résiduelle pour pouvoir avoir le minimum nécessaire, alors dit entre guillemets vital, j'aime pas trop employer ce mot-là parce que en fait c'est à géométrie variable, mais en tout cas qu'il ne se retrouve pas, comme ça a pu être par le passé et encore comme d'autres fournisseurs le font, sans électricité, sans rien, dans le noir, un vendredi soir. Ça, on a pris cet engagement-là. Et on accompagne, typiquement, on est les seuls à avoir, ici dans la région, une cinquantaine de conseillers qui sont en lien avec les services sociaux des mairies. Et cette année, c'est 52 000 appels sortants, 21 000 foyers, 21 000 familles qui ont été accompagnées pour que la facture énergétique ne devienne pas un facteur aggravant d'une situation difficile. Donc, il faut à la fois accompagner et gérer l'urgence, et dans le même temps, il faut préparer l'avenir, parce qu'on a dit que c'est des investissements de temps long, et donc il faut prendre des décisions maintenant, parce que 2050, ça peut paraître long, mais en fait, la décision à l'échelle d'un mix énergétique, c'est on se projette à 50, 100 ans. Et donc, comment on fait cet équilibre entre des moyens centralisés et délocalisés? Je viens à la question que tu souhaitais poser, le réaménagement local. Le réaménagement local, ça veut dire… Juste, on y vient dans 30 secondes parce que j'ai l'impression que Hervé voulait réagir à un de tes propos et après on va sur le local. Voilà, vous parliez de scénario S2 qui mise sur l'intelligence des territoires. Et pour rebondir sur vos propos de précarité, exemple de la CEMOP d'Amiens, Société d'économie mixte, à opération particulière. Elle capte les chaleurs fatales, cette structure, présidée par un élu, avec de l'argent d'acteurs privés. Elle développe les énergies renouvelables, notamment celles issues du vivant, biomasse, etc. Elle met tout ça dans le tuyau. Elle alimente les habitants de l'Amiénois. Les personnes en précarité sont aidées pour isoler leur logement avec le bénéfice qui représente 400 000 € par an de cette CEMOP. Il y a une délibération qui a été prise par les élus allant dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut être inventif. Et on aura, tu parlais de mix énergétique, Mathias, il y a aussi un mix d'intelligence territoriale. C'est pour ça que j'aime bien, j'ai été maire de ma commune, donc je vois bien aussi les gens d'eux, j'aime bien le truc qui part du bas, quoi, et qui mise sur l'intelligence des citoyens, des acteurs économiques et des élus. Et chacun détenant une partie d'eux, on arrive à créer des choses comme ça. Je ne dis pas que ce modèle est reproductible à l'infini, mais il faut vraiment qu'on invente, on imagine des mécaniques qui ne faisaient pas partie du jeu jusqu'à présent. Alors, restons là-dessus, hein, et Mathias peut reprendre le micro, mais c'est une question posée à vous trois. On est à bout de souffle du système actuel, il faut repenser l'organisation, la production, la distribution. Est-ce qu'on peut aller loin dans des modèles locaux de cogestion, de participation citoyenne au capital de société d'énergie, de modèles solidaires comme celui qui est expérimenté à Amiens? Comment vous voyez les choses? Parce que ça, c'est une condition de bien commun. Il y aura deux dimensions. Il y aura bien sûr comment récupérer toute l'énergie fatale qu'on peut récupérer, comment valoriser tout ce qu'on peut valoriser. Le micro-hydraulique, c'était quelque chose qui avait été abandonné dans notre pays il y a longtemps, pour plein de raisons de réglementation d'ailleurs à l'époque. Il faut l'utiliser. Mais il faut avoir, quand on a une vision, si je prends ma casquette d'électricien, il y a une vision mathématique. Le modèle qui a été structuré en France depuis des années, je vous l'ai dit, on est parti de 1230 entreprises locales. Donc pour le coup, on y était en local. Sauf que quand il y a un gros aléa, et je pense à Gaz de Bordeaux et Électricité de Bordeaux à l'époque, quand il y a eu la tempête de 99, le réseau a tellement été endommagé qu'il ne pouvait plus faire face aux coûts de restructuration. Et ils ont rejoint, c'était une entreprise qui allait, en 1946, n'avait pas rejoint ce qu'on appelle les entreprises locales de distribution, n'avait pas rejoint, et les régies n'avaient pas rejoint EDF, et l'a fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre entre une optimisation techno-économique globale pour qu'on utilise au maximum. Quand vous avez des coûts fixes qui sont très élevés sur des moyens de production, il faut que vous tourniez le plus longtemps possible pour exploiter ces coûts fixes. Sinon, le prix du mégawattheure, il est énorme. Et donc, c'est cette juste optimisation entre un socle national qui permet d'optimiser en grand volume le prix, et c'est toujours le cas, hein, c'est l'avantage très concurrentiel de la France avec son parc nucléaire, l'hydraulique, qui a permis d'avoir le tarif réglementé de vente, qui a permis d'avoir un tarif à l'époque, l'histoire, le tarif réglementé de vente, c'est Marcel Boiteux qui avait mis ça en place,
c'est un système qui est basé sur les coûts et pas les prix. C'est-à-dire qu'il avait étalé sur plusieurs années d'exploitation les coûts d'exploitation et on avait fait du cost plus, c'est-à-dire qu'on n'était pas à un prix de marché qui était fixé a priori avec les règles de marché, mais un cost plus où on construisait un tarif qui permettait de repartager collectivement au sein des utilisateurs français les bénéfices du parc français. On peut revenir à ce format-là. Aujourd'hui, il y a encore une partie des TRV, tarifs réglementés de vente, qui sont bâtis sur ce prix-là, parce que ça a été après une variable d'ajustement dans certains choix et politiques et économiques à un moment. Donc, il y a une notion de distinguer le coût du prix. Et aujourd'hui, quand on entend parler au niveau européen du market design, vous en avez entendu parler, je crois qu'ils se sont encore réunis aujourd'hui. L'idée, c'est comment on arrive à garder les bénéfices d'un marché court terme européen qui a des vertus d'utiliser les moyens le plus efficacement de production en Europe, tout en ayant une incentive, c'est-à-dire une incitation à l'investissement long terme pour qu'il y ait des moyens de puissance mobilisables pour produire. Et il faut faire attention, quand on a eu le système de l'ARENH, l'accès régulé au nucléaire historique, l'objet de dire on prend une partie de la production nucléaire pour la mettre à disposition des concurrents d'EDF, pour leur laisser le temps de développer la concurrence et d'investir dans des moyens de production pour que la concurrence s'installe. Le début a été fait, c'est-à-dire qu'on a pris à 42 €, qui n'est pas le prix de revient, l'électricité. On a commencé à dévoyer avec un système de trading. Et si vous regardez bien la presse en ce moment, il y en a qui font l'objet d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie. Et derrière, il n'y a aucun investissement sur les moyens de production qui a été fait. Et donc, on ne peut pas avoir juste un système. Le système énergétique, c'est un système industriel. Ce n'est pas un système de marché marchand, si j'ose dire, où j'achète, je stocke des chaussures, des bananes, etc. et je fais du trading. C'est un outil industriel qui doit être démarré le jour où on consomme le produit. Et donc, c'est un système industriel. Et donc, c'est très capitalistique. Il faut investir dans des moyens de production sur le long terme. Et donc, c'est aussi pour ça, et ça revient à la première question, pourquoi l'État a choisi de renationaliser EDF. C'est parce qu'on veut avoir une vision long terme et avoir une logique d'investisseur. Le système électrique pour s'adapter au diffus et à l'intégration des énergies renouvelables, c'est 96 milliards d'euros qu'il va falloir investir sur le réseau d'Enedis d'ici 2040. Juste chez vous. Sur le réseau d'Enedis, 96 milliards d'euros. D'accord. Juste pour le réseau. Alors, Sylvie, Hervé, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition faite par Mathias ? Et puis, autre question, jusqu'où on peut faire bouger les lignes pour appuyer sur ce socle national que nous a décrit Mathias, on puisse développer des modèles production, distribution au plus près du citoyen, en local, pour garantir l'universalité de l'accès à l'énergie. Je reviens sur la question des temporalités. 2030-2050, donc il y a urgence. Là, je suis d'accord avec Mathias. Il parle notamment long terme. Et je reprends tes chiffres, Mathias, on a les mêmes, évidemment. La consommation d'électricité aujourd'hui, c'est 25% à peu près. Dans 5 ans ou 10 ans, ce sera peut-être 30% ou autre, ça va mettre un certain temps. En attendant, il y a des énergies carbonées qui servent notamment au chauffage des locaux et qui contribuent directement ou indirectement à mettre des personnes, je vais le dire comme ça, en situation de précarité. Donc ça veut dire qu'on a 75% de la consommation d'énergie, là, tout de suite, au moment où on se parle, et pendant quelques années encore, qui tourne autour du bâtiment, les questions de chauffage de bâtiment, qui tourne autour des transports, pétrole, gasoil, etc., notamment, et qui tourne autour des questions industrielles également. Donc la question que porte l'ADEME, en complément à ce que disait Mathias, de la chaleur renouvelable, l'État nous a doté, alors ça remonte au Grenelle de l'environnement, cette affaire-là, mais ça augmente d'année en année, et là maintenant, ça a considérablement augmenté, les moyens budgétaires de l'ADEME, pour développer la chaleur renouvelable, locale. Et là, l'équation que tu poses, Mathias, qui est vraie au niveau national, voire international, heureusement qu'on a une plaque électrique internationale, européenne en tant que telle, se pose à l'homothétie près, à peu près dans les mêmes termes, mais à une échelle infiniment plus locale. Pour chauffer, comme le font les Scandinaves, un petit lotissement, bah, ça se fait pour quelques maisons. Alors, il faut penser régie, comment allons-nous tarifier, on ne sait pas faire ça pour l'instant. Mais ce qu'on sait faire déjà, et le gouvernement nous demande d'accélérer ça, c'est de faire du chauffage urbain, voire des débuts de chauffage rural, en valorisant le plus les ressources locales.
je ne fais pas un coup de pub pour l'ADEME, mais on calcule nos subventions pour que les réseaux se fassent de chaleur renouvelable. C'est pas, j'arrive pas en disant donne 30% de subvention ou 40%. Non, non, c'est combien faut-il mettre pour que le truc se fasse, pour payer le tuyau, payer la captation et payer la distribution, quoi. Donc ça, c'est complémentaire à ce que dit Mathias, et j'insiste là-dessus, c'est du court terme, tout de suite. Sylvie Mattelli. Ils ont tout dit. Vous voulez que je réponde à quoi, en fait? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je trouve ça très intéressant. Alors, peut-être qu'on a oublié, et je vais me permettre de le rajouter, la question que ça nous pose aussi au niveau international. Et je vais rejoindre la question de la précarité, parce qu'au fond, ce qu'on voit dans tous ces scénarios, dans toutes ces solutions qui sont proposées pour atteindre la neutralité carbone, c'est très intéressant. Ça recrée du lien en plus la plupart du temps. Donc, je trouve que ça recrée du lien. On retrouve des mots qu'on avait envie d'entendre depuis longtemps, les questions de solidarité. C'est de la bonne éloge du futur. Donc ça, c'est très, très, très bien. Il n'empêche que moi, je vois deux types de populations face à cette transition énergétique. C'est nous, et où la question, c'est comment on continue à vivre sans trop subir l'augmentation des prix. Et finalement, la sobriété est probablement l'une des réponses, la sobriété plus tout ce qui a été décrit dans ces scénarios. Mais c'est vrai, on l'a déjà dit, il y a la question des plus précaires, et des plus précaires sur notre territoire national. Et là, je serais tentée de dire, c'est vraiment une question de volonté politique et de volonté sociétale, parce que les moyens, on les a. On est des pays riches, mais il y a aussi une précarité. On parlait de l'Afrique en début de conférence, il y a aussi une précarité du reste du monde. Je ne sais pas si vous avez noté, juste pour la petite anecdote, mais ces dernières semaines, l'Europe et les Européens sont allés chercher du gaz qui voulaient leur en vendre, et on a signé des gros chèques. Et on est arrivé même à détourner des cargos pour nous amener du gaz en Europe, parce qu'on avait les moyens de le payer encore plus cher que le prix des marchés mondiaux. Mais ça veut dire qu'on a des pays comme le Bangladesh ou le Pakistan alors le Bangladesh qui a subi des pénuries d'électricité ces dernières semaines, le Pakistan qui est très, très inquiet pour l'hiver à venir. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi une question que l'on doit se poser. On a aussi une énorme responsabilité en la matière. Et encore une fois, quand on travaille sur les questions géopolitiques, c'est pas juste un enjeu de solidarité, c'est aussi un enjeu de paix et de stabilité. La remise en cause aujourd'hui de l'homme ou de la femme occidentale, il est aussi lié à ce fait-là, ces égoïsmes et cette crainte que dans une transition à venir, on préserve en priorité nos modes de vie au détriment de tout le reste, en fait. Ouais, merci de cet éclairage. Alors, Gaël Vandenbroek, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ces propositions? Qu'est-ce que vous demandez également? Parce que je sais que votre mouvement challenge les pouvoirs publics, les territoires, les industriels sur des propositions. Quelles sont-elles? Et ensuite, on échange avec la salle. Alors déjà, je voudrais juste confirmer qu'en effet, la Fondation EDF est un très grand soutien pour le monde associatif, hein, toi, moi, bien sûr, mais pas que. Et que heureusement, qu'en effet, il y a aussi des industriels qui décident de s'impliquer, en fait. Mathias, particulièrement dans la région, puisqu'il participe aussi à la Fondation du Nord, à Colin Care. Il y a plein de mouvements, en fait, qui existent et qui ne sont pas que des mouvements citoyens, qui sont aussi des mouvements industriels, et heureusement qu'ils sont là. Je voudrais rebondir sur des propos que vous avez eus sur les pistes en fait, qui pourraient amener justement à réduire la consommation d'énergie. On parlait de l'isolation des logements. Il y a une loi qui est tombée il y a quelques mois à peine, qui vise à interdire la location des biens dits de passoires thermiques. Voilà. Moi, j'avoue que c'est à la fois un soulagement de se dire, bah oui, il y a des actions qui sont mises en place, et en même temps une très grande crainte. Justement, à nouveau pour les ménages précaires, c'est une loi qui va agir très vite. C'est une loi qui concerne 7,2 millions de logements en France. Ça ne veut pas dire que c'est que du locatif, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a 7,2 millions de logements en France qui sont dits de passoires thermiques, c'est-à-dire qui concernent tous les logements en classe E, F, G. Les critères de DPE, hein, de diagnostic de performance énergétique, ont été encore durcis ces dernières années pour justement réussir à de mieux en mieux identifier
En 2023, donc c'est dans à peine quelques mois, il y a déjà 191 000 logements qui vont être considérés comme interdiction à la location. En 2025, c'est tous les logements de classe G. En 2028, c'est tous les classes F. Et 2034, classe E. Tout ça, c'est vraiment imminent, en fait. Mon inquiétude à moi, et ça se voit déjà aujourd'hui sur le parc immobilier, c'est de se dire, est-ce que les propriétaires vont agir pour justement, dans le bien commun, faire en sorte que les logements soient mieux isolés, qu'on puisse réduire en fait la facture énergétique, ou est-ce qu'à l'inverse, ça va juste faire fuir peut-être aussi ne serait-ce que les petits propriétaires qui n'ont pas forcément la possibilité de supporter ces travaux. Et j'ai envie de dire, déjà aujourd'hui, c'est ce qui apparaît en fait. C'est-à-dire que sur le marché de l'immobilier, on voit énormément de logements mis en vente parce que ce sont des passoires énergétiques en fait. Et c'est un phénomène pervers, c'est que les logements des personnes précaires n'étaient pas forcément les plus chers, ils vont encore en plus être dévalués. Oui, alors, on travaille alors à la fois individuellement, EDF et ses filiales, y compris Dalkia, Sylvie Jeannot en avait parlé, à la transition et à la chaleur de récupération. D'ailleurs, on a un projet, parce qu'on parle ici dans la région, il faut quand même savoir on est la plus grosse plaque énergétique et industrielle de France. Première plaque, le Dunkerquois, c'est la première plaque ramenée à la surface, c'est la première plaque énergétique d'Europe. 20% des émissions de CO2 sur le Dunkerquois. Donc, on a mené un projet qui s'appelle Epiflex avec l'ADEME, avec le port, avec EDF, avec la R&D, justement pour valoriser la chaleur fatale des grands industriels, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la suite avec l'autoroute de la chaleur, l'AMI qui est en cours, pour comment on peut récupérer cette chaleur plutôt que l'envoyer aux petits oiseaux, si je reprends l'expression de Hervé. Et il faut voir que c'est plusieurs térawattheures par an qui partent en chaleur. Alors, pour répondre à la question, on travaille en ce moment et c'est vraiment une dynamique de filière. Quand on parle de transition, c'est comment une filière du bâtiment qui était essentiellement une filière de construction, avec des techniques de construction, on en transforme en une filière de rénovation globale bas carbone, avec des pratiques où on rentre du biosourcé, avec des pratiques où on rentre de l'isolation par extérieur. Et là, il n'y a pas une monoculture, si j'ose dire, c'est que chaque situation doit être examinée pour adapter la meilleure solution. Donc, on a développé un projet avec des acteurs de la région. On a appelé ça Rénosphère. C'est une démarche des Hauts-de-France et des acteurs des Hauts-de-France avec Maïmo pour justement répondre à l'appel à la manifestation d'intérêt qui a été lancé par REF3. On travaille ce sujet-là, et j'y viens à la question parce que notre premier sujet, c'est les bailleurs. Parce que la logique de filière, une fois qu'on l'a mis en route, elle servira à tout le monde. Et donc, on aura les moyens et les techniques à un meilleur coût et avec la meilleure approche globale, efficacité énergétique, si la filière se met en route, parce que c'est des nouvelles techniques à développer. Et donc, les bailleurs, ils sont forcément sur ces sujets-là. Ils savent des propriétaires privés aussi. Oui, mais les bailleurs vont tirer, je dirais, la filière. Parce que les bailleurs, ils sont en train de regarder, ils traitent ça de manière globale, ils regardent leur parc, le vieillissement, et donc on est en train de faire une analyse à l'aide de big data de leur logement pour bien les connaître, parce que le DPE, c'est une indication, mais ce n'est pas assez fin pour justement déterminer. Et notre projet avec la région, c'est d'avoir une plateforme numérique qui mette en relation les offreurs de solutions avec la connaissance du bâti. Quelle est la meilleure solution qu'on choisit pour rénover telle maison, tel logement, etc. Et ce qui sera vrai lorsque la filière aura été mobilisée pour les bailleurs sociaux publics, voire privés, derrière, c'est aussi un moyen d'avoir la meilleure technologie qui pourra être développée sur des logements privés. Et il y a une vraie dynamique. Et là, c'est un peu comme Fit for 55. Je vais être un peu toxique, pas toxique, mais un peu cynique à la fin. C'est que soit on se dit les objectifs ils sont élevés et plus on avance, moins on avance vite. Et donc, on se dit tous les 2 ans, on se redonne des objectifs plus ambitieux en raccourçant le temps, mais on n'a pas toujours trouvé le moyen de les atteindre. Donc, on pourra faire Fit for 55. Puis l'année prochaine, il faudra réduire plus de 55, mais de 62. Puis en fait, on n'a pas bougé. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. L'idée, c'est comment on se projette pour atteindre ces objectifs-là. Et la rénovation, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle et on devrait être à plusieurs dizaines de milliers de logements par région, par an, etc. Et on ne décolle pas. Bien sûr. Vraiment quelques secondes parce que je veux donner la parole à la salle. Il nous reste un quart d'heure. C'est juste pour agir sur toute la pertinence, et je vais commencer, tu viens de le citer, de la dynamique REF3, qui propose collectivement, public, privé, une vision. Et donc, il y a une réflexion système, une réflexion filière. Ce que nous, on a fait à l'ADEME, ça procède de ça.
Quand je disais on regarde l'énergie, on regarde les milieux naturels, on regarde les ressources, ça procède de ça. Et bien souvent, on oublie qu'il y a de la précarité, on oublie qu'il y a des métiers, de l'emploi, parce qu'on a une vision extrêmement systémique, enfin non systémique, c'est-à-dire en silo, quoi. Silo. Alors et là, si on a une vision intégrée, je pense que c'est ça la grosse évolution, Mmh. si possible territoriale, parce que la socio-économie d'un territoire n'est pas là. Dunkerque, c'est pas Maubeuge et c'est pas la baie de Somme. Ça n'en ira que mieux. Je pense qu'on n'oubliera rien au passage. C'est ça que je veux dire. Pour pas la Sylvie solution à tout, Matelli, mais quand même. Non, je t'en prie. Pour Sylvie Matelli, F3, c'est la roadmap des Hauts-de-France de transition énergétique inspirée de la troisième révolution industrielle de Jérémy Rifkin. Et l'homme, le penseur, il est là. Il est là devant vous. C'est pour ça qu'on a cité le penseur sans le nommer avec Mathias, parce qu'il est au premier rang, Claude Langlais. Et là, ils viennent d'écrire les scénarios court terme 2032. Hein, tu les as présentés la semaine dernière en déclinaison des scénarios nationaux de l'ADEME. Alors, monsieur, bah oui, vous avez le droit. Désolé, je suis bavard. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Morgane, je suis un citoyen lambda. D'accord, voilà, très bien. Personne. En fait. Payez vos factures d'électricité? Ouais. Et j'ai aussi essayé de rénover mon logement l'année dernière. Donc, moi, je peux me le permettre, donc j'ai du bol. J'ai pu changer mes fenêtres, ça m'a quand même coûté 7000 balles. Et j'ai eu ma prime rénov. À peu près, je sais pas, 150 €, un truc comme ça, quoi. Donc, on parlait de volonté politique. Je crois qu'il y en a une qui, pour moi, est évidente, c'est de l'orientation des dépenses publiques aussi sur ce genre de choses. Enfin, la rénovation des passoires thermiques en France, si on n'a pas des dirigeants qui veulent vraiment le faire, je pense que ça ne se fera pas. Et moi, quand j'entends que… Alors, la personne que vous accompagnez, je ne sais pas un prénom. On va l'appeler Ben, ça va être un petit surnom. Alors, c'est un fan de foot pour Ben. S'il écoute notre dirigeant, il n'a qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. On est content. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un déficit de volonté politique de nos dirigeants sur ces sujets-là. Et donc la responsabilité, en fait, elle est collective. Hein. C'est à un moment donné, quand on fait nos choix de société, c'est quel bulletin de vote on met et pour quelle volonté. Et je pense que si nos dirigeants ils écoutaient les scénarios de l'ADEME, le 2 par exemple, moi je suis content que vous l'ayez choisi parce qu'il me paraît hyper cohérent. Madame Matelli l'a choisi. Alors, est-ce que Madame Pannier-Runacher écoute tes scénarios? Non, non. Je peux réagir? Bien sûr. Donc, je représente une agence d'État, donc j'ai un devoir de réserve, mais je vais faire une petite pirouette. Il y a eu, c'était fin juin, les assises européennes de la transition énergétique qui ont eu lieu, ça a lieu tous les ans, c'est né ici d'ailleurs en Haute-France il y a une vingtaine d'années. Cette année, pour la première fois, on a fait intervenir l'un des pontes des neurosciences, Sébastien Boller, en lui disant « Porte-nous un regard sur pourquoi, depuis 20 ans d'assises européennes de la transition énergétique, alors un jour on parle du bâtiment, un jour on parle des transports, un jour on parle de l'énergie machin chouette, etc. Pourquoi la question des sobriétés ne fait pas partie du jeu? Pourquoi on a du mal à enclencher, y compris nous, les technico-scientifiques, etc. » Et son explication, les neurosciences ont fait d'énormes progrès depuis une toute petite dizaine d'années. Je vous la fais en, tu me donnes combien? 10 minutes ou 1 minute, Jean-Michel? 1 minute. En gros, le reptilien qu'on a, le striatum, il fonctionne bien sûr à l'émotion, hein, c'est comme on est des animaux comme les autres, mais pour la survie de l'espèce, il faut que je consomme. Et ça, cette programmation-là, elle remonte à Homo sapiens. Et on a toujours le même. Donc, dans notre programmation, comment dire, notre logiciel, ouais, c'est le terme que je cherchais, merci, on est fait pour consommer, produire. On n'est pas fait pour économiser. Parce que la survie de l'espèce passe par faut que j'ai de plus en plus, faut que j'ai à manger pour demain, etc., etc. Parce que famine, parce que… Bon. Ce qui nous différencie de l'animal, il me reste 15 secondes, j'ai terminé, c'est que nous, on a un cortex autour du reptilien, autour du striatum. Et le cortex, lui, il crée de l'émotion, il crée de la vision, il crée le rapport du GIEC, il crée des exercices de prospective, il tient compte des limites. Simplement, on n'a pas encore utilisé cette intelligence, c'est bien là que le bas blesse, pour reprogrammer, pour changer notre logiciel et pour dire que la sobriété, qui n'est pas la panacée, mais c'est un élément essentiel d'eux, c'est vachement bien, ça fait du pouvoir d'achat, ça fait du confort, ça fait de la solidarité humaine, de l'humanisme, etc. C'est pour ça que ça passe par le récit, tout ça. Et plus on fera du récit, plus on fera de la prospective, plus on réécrira collectivement une vision
intelligente, donc on met notre cortex au service d'une reprogrammation du striatum de cet avenir, là, la sobriété fera partie du jeu. C'était ça le message que nous donnait Boller en disant, mais vous êtes tous des spécialistes, vous avez juste oublié que dans les techniques, je vais jusque-là de conduite du changement, si on ne voit pas collectivement l'avenir et les co-bénéfices de tel ou tel sujet de l'avenir, on n'y va pas. Donc la sobriété, jusqu'à présent, ne faisait pas partie du développement humain. Et tout ce qu'on a fait avec la transition numérique, avec notre machinisme, avec le pétrole, etc., c'était au service d'un développement et d'une survie de l'espèce. Ce n'était pas au service d'une raréfaction ou de la croissance d'une raréfaction de l'espèce. Sauf qu'on a atteint des limites, ça nous rattrape, donc là, on est obligé de revoir le logiciel. Je suis un tout petit peu long, mais c'est ce que j'ai compris de monsieur Sébastien Boller. 10 minutes parce que c'est passionnant, ouais, intéressant. Oui. Ça s'appelle Le Bug Humain, mais il en écrit un par mois, ce monsieur. Et c'est le fondateur de la revue Science et Cerveau. C'est passionnant, c'est un trimestriel. Enfin bon, après, on va dire il fait de la pub maintenant. Il sera speaker de la prochaine biennale. BOHLER sur YouTube. Madame. Ces conférences sont incroyables. Voilà. Et ensuite, madame. Oui, donc question pratico-pratique pour les entreprises. En fait, moi j'ai retrouvé un audit énergétique qu'on avait fait chez Gaillan, chez les brasseurs de Gaillan à Douai en 2014 et qui avait été fait par GDF Suez. Parce que c'est eux qui m'avaient appelé effectivement. Voilà. Et moi je crois qu'aujourd'hui, alors au niveau entreprise, la première étape à faire, c'est surtout pour les PME, c'est de pouvoir leur proposer des audits énergétiques de façon assez simple, pas trop cher. Alors, qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là aujourd'hui? Offre décarbone d'EDF. Voilà, offre décarbone d'EDF. Voilà, décarbone en ça deux coûte mots. combien? Ça coûte pas très cher, je ne l'ai pas en tête, c'est en fonction de la taille, mais l'idée c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé, parce qu'il y a le diagnostic très complet, etc. Mais la première étape que l'on fait, c'est un rendez-vous in situ dans l'usine, dans les bâtiments, une visite conjointe pour déjà identifier quelles sont les sources de consommation, si c'est du chaud, si c'est du froid, si c'est du moteur, si c'est de l'éclairage. Et après, de pouvoir avoir assez rapidement une évaluation du champ des possibles en termes de décarbonation et de réduction de la consommation énergétique. D'un côté, alors on commence par optimiser pour réduire la consommation énergétique et ensuite on fait une substitution d'énergie. On récupère bien entendu l'énergie fatale quand on le peut, parce que dans certaines usines, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans chez Toyota, on a réduit, alors que c'est l'usine la plus évoluée de chez Toyota, qui ne sont pas les plus mauvais en matière de gestion et d'industrie. C'est quand même eux qui ont inventé beaucoup de mesures et de démarches qualité. L'usine Toyota d'Onin, on a réduit en 4 ans de 15% l'empreinte CO2. Et on vise la neutralité carbone en 2030. Et donc, à certains endroits de l'usine, on récupère de la chaleur, les bains de cataphorèse et autres, et on va la réinjecter ailleurs parce qu'on en a besoin. Parce que quand on s'aperçoit dans une grande usine, à un endroit, vous dépensez de l'énergie pour faire du froid et vous enlevez de la chaleur, vous l'envoyez aux petits oiseaux, et de l'autre côté, vous dépensez de l'énergie à faire du chaud et vous balancez du froid aux petits oiseaux. On peut se dire qu'on peut récupérer. Mais ça veut dire que ça se calcule, ça se pilote. Et c'est la première marche, c'est justement cette première journée où on fait une visite conjointe et on regarde comment on peut, sur quel poste on peut travailler. Et après, avec des choses, bon, les experts maintenant sont assez rodés. Vous avez combien de personnes sur la région Hauts-de-France pour ce travail-là? Pour ce travail-là, on est une cinquantaine. Il y a une cinquantaine d'experts qui peuvent faire ça. Le groupe EDF, c'est 10 000 personnes sur les Hauts-de-France, donc on est assez nombreux. Mais typiquement, c'est ça, c'est le premier diagnostic qui donne les grands ordres d'idées. Et derrière, on travaille ensemble à dire, voilà, quelles sont vos capacités d'investissement, parce qu'après, il y a aussi une ingénierie financière. Et vous proposez des contrats de progrès? Oui, contrat de performance énergétique. C'est notamment Dalkia qui propose ça, c'est-à-dire qu'elle peut s'engager avec certaines entreprises, avec certains, par exemple sur des lycées, où il y a un engagement de performance énergétique et donc il y a un partage de la valeur créée en fonction des investissements et des économies qui sont réalisées. Il n'y avait pas... Donc, l'idée, c'est de s'inscrire à la fois dans la durée, mais d'être aussi à l'écoute du client, parce que suivant les politiques d'investissement du client, il peut y avoir des systèmes de déconsolidation et de financement autres qui permet aux clients et donc à l'industriel de garder ses capacités d'investissement sur son process industriel. Alors, vous êtes à côté de moi comme vous voulez. Alors, madame et ensuite monsieur. Monsieur avec sa chemise à carreaux rouges. Allez-y. Oui, d'accord. Oui, donc j'avais deux questions très techniques. La première, c'est la captation du carbone, la captation dans l'air du carbone. On en parle beaucoup. Je sais que Bill Gates met beaucoup d'argent là-dedans, mais tout ce que j'ai pu lire comme article, c'est des investissements effrayants par rapport aux résultats. Donc, je voulais avoir votre jugement. Et le deuxième jugement, je voulais avoir qui est encore très technicien, c'est la fusion nucléaire.
Personne n'en parle, mais bon, j'ai la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde. Il semblerait qu'il y ait 4 ou 5 expériences en Allemagne, en Chine, aux États-Unis et en Angleterre qui sont très prometteuses. Est-ce que ça peut arriver plus vite ou pas que qu'ITER? On répond très vite parce qu'on pourrait faire des solutions d'avenir, parler d'hydrogène et autres. C'est capital. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, je voudrais avoir l'avis. Première réponse, et après, l'hydrogène et la parole, je ne vais pas monopoliser le micro. La captation dans l'air, c'est extrêmement compliqué parce que le taux de CO2, la densité de CO2 dans l'air est tellement faible qu'il faut mobiliser des moyens. C'est beaucoup plus intéressant d'aller capter le CO2 directement à la sortie des process où on est en grande densité. Et c'est beaucoup plus facile de le capter, de le liquéfier, de le solidifier, voire de le carbonater, c'est-à-dire en faire du solide. Première réponse, et on y travaille également sur le Dunkerquois avec une start-up locale. Et après, sur la fusion, oui, on n'en parle pas beaucoup, mais les Chinois avancent très vite. Moi, j'étais en Chine juste avant le premier confinement à Pékin, et ils nous annonçaient assez sérieusement pour 2045 la première fusion nucléaire réussie et mise en service et exploitée techniquement. Donc, vous voyez, 2045, c'est demain. Parce que demain, si on maîtrise la fusion nucléaire sans déchets, c'est un peu, comme diraient les jeunes, la fin du game. Donc, il faut, et là où je suis en désaccord profond, mais tu le sais, avec la personne qui était avec l'introduction le jour de la cérémonie d'ouverture, c'est qu'il ne faut surtout pas s'arrêter de chercher de la technologie. Ce n'est pas parce qu'on a des solutions qui existent. Parce que si demain, et on sera bien content de dire que finalement, on ne va pas au bout de nos scénarios S-Prime, S24 ou S32 de tous les acteurs, si jamais on arrive à trouver une solution qui va venir technologiquement nous aider. Voilà, lui, ça avance. On avance aussi en France, avec ITER, vous l'avez cité. Mais il est vrai, d'ailleurs, ça a été communiqué. Vous pouvez regarder, les Chinois ont communiqué sur, vous savez, c'est dans le magma, combien de secondes on a réussi à le tenir. Ils ont communiqué il y a quelques semaines, il doit y avoir 3 ou 4 semaines. Monsieur, dernière question. Comment? Alors, excusez-moi. Alors, l'avant-dernière question, on terminera avec madame, parce qu'il nous reste 5 minutes. Ok, bonjour et merci pour vos différentes présentations. Ma question s'adresse surtout à monsieur Pignon, en lien avec la croissance démographique en milieu urbain. D'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra dans les villes. Les villes des pays développés, et plus précisément les pays européens, seront fortement touchées. Croissance démographique qui implique une forte consommation énergétique, donc avoir des moyens de production énergétique assez performants. Je voudrais savoir si vous prenez cela en compte dans les différents scénarios que vous nous avez présentés. Et j'avais une toute petite autre question à Madame Matelli, qui a abordé le reste du monde. C'est-à-dire qu'une fois en Europe, en France plus précisément, on a réussi à atteindre cette empreinte carbone zéro. Que fait-on du reste du monde? Est-ce qu'on utilise une approche stratégique qui vise à détourner le reste du monde à utiliser des énergies recommandables pour notre environnement, ou alors on utilise une approche humanitaire qui vise à aider justement ces pays défavorisés à opter pour une transition écologique, une transition énergétique plus fiable? Je prends notamment le cas de l'Égypte, qui aujourd'hui a signé un partenariat avec la Russie pour construire sa première centrale nucléaire. Merci. Sur votre première question, la réponse est oui. Les archétypes du GIEC tiennent compte de ça, donc l'ADEME ayant utilisé ces archétypes tient compte de ça. Juste un exemple, on travaille beaucoup dans cette région-ci sur la question de la mutualisation de l'accès aux locaux, publics ou privés, qui sont en moyenne occupés quelque chose comme 30-35% du temps. Donc, des petites salles de coworking d'une entreprise, une start-up qui passe par là, un local pour telle ou telle association, ou une salle des fêtes ou autre. On a 2 territoires, je ne les cite pas, sinon c'est un petit peu délicat, expérimentaux qui sont en train de recenser ces bâtiments et ces locaux finalement très faiblement utilisés. Et à quelles conditions peuvent-ils être prêtés à une structure si c'est à but non lucratif ou loués pour un prix modique à une structure si c'est à but lucratif. Il y a 2 territoires, un dans le Nord, un dans le Pas-de-Calais, qui sont expérimentaux là-dessus. Madame. Merci beaucoup. J'essaie de répondre très vite.
Sur les pays du Sud, en fait, la demande des pays du Sud, c'est de pouvoir accéder à un niveau de développement et voir au mode de vie et au niveau de développement des pays les plus riches. Et bien évidemment, ça passera dans le cadre d'une transition, dans le cadre d'une décarbonation, ça passera par des transferts de technologie et des transferts financiers massifs. Ça, tout le monde le sait et je pense que ça n'est contesté par personne, à tel point que dans les accords de Paris, il a été prévu la création d'un fonds vert que devaient alimenter les pays les plus riches pour investir dans les pays du Sud. D'ailleurs, je rappelle que l'idée d'investir dans les pays du Sud et de gagner des quotas carbone, c'était déjà dans le protocole de Kyoto dans les années 90. Donc ça, c'est pas nouveau et la solution, on la connaît. Simplement, quand on regarde la réalité du fonds vert, il est aujourd'hui, les accords de Paris, c'était 2015, il est aujourd'hui très, très en retard sur sa dotation parce que c'est pas si évident que ça pour les pays les plus riches, qui sont aussi les pays les plus endettés de la planète, en dette publique j'entends, à un moment donné de dédier quelques milliards chaque année pour alimenter ce fonds vert et investir dans les pays du Sud. Encore une fois, j'en reviens au fait qu'au-delà de notre responsabilité à décarboner nous-mêmes, on l'a dit tout à l'heure, notre décarbonation n'y suffira pas. Donc investir dans les pays du Sud, ce n'est pas juste faire des bons sentiments et de l'humanitaire, vous avez cité le terme d'humanitaire, c'est aussi œuvrer et investir dans notre avenir. Dernière intervention, madame. Non? En fait, Ah ben voilà, vous n'avez pas envie de nous dire un truc? Non? Ça va? Alors, monsieur, allez, il prend le ticket très vite. J'en profite puisque je ne parlé de la fusion, je peux vous en parler longtemps, mais ça m'étonne que vous n'ayez pas parlé de la fission. Et de la fission low carbone, et en particulier une fission 4e génération où on pourrait traiter des déchets. Oui. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé dans les scénarios. Non, mais on ne va pas en parler d'ailleurs. On ne parle pas de la production. On parle pas de la production. Et production, certainement, la fusion peut arriver après 2050, mais la fission, c'est le gros éléphant qui reste à chaque fois dans la salle, et on n'en parle pas parce que c'est quand même, il faut. On va conclure avec Sylvie Matelli, mais je ne l'ai pas évoqué parce qu'on parlait de fusion quand monsieur a posé sa question, mais oui, il y a aussi la fission 4e génération, il y a aussi les nouveaux réacteurs nouvelle génération, il y a plein d'autres choses. La vraie question, c'est comment on aborde ça sur le long terme et comment on joue les complémentarités. Et malheureusement, ce sera un peu une conclusion, c'est qu'on est en train aujourd'hui de vivre des accélérations, une première avec le Covid, la deuxième avec la crise énergétique et géopolitique, qui nous ramène à nos 3 points, l'empreinte environnementale, la souveraineté et l'affordability. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on aura beau avoir le meilleur système du monde, si plus personne ne peut se le payer, on n'aura rien gagné. Et je pense qu'en ce moment, c'est la fin du storytelling de certains qui poussaient des solutions qui, techniquement, déjà ne passaient pas le... On est ici dans une université, mais on aurait pris quelques universitaires. Déjà, ça ne passait pas le seuil des universitaires. Et pourtant, ils ont eu un grand retentissement. Enfin, je le répète, on a quand même un des plus grands pays d'Europe qui est parti dans une aventure, on en parlait en aparté, qui s'appelle l'Allemagne, où ils sont fort dépourvus. Et pourtant, il ne fallait pas être grand clair pour savoir qu'à un moment, il allait manquer de puissance commandable. Oui. Bien sûr. Le mot de la fin à Sylvie Matelli. C'est gentil. Quel honneur, je suis impressionnée. Vous êtes notre invitée. Non, le mot de la fin, peut-être un mot optimiste, parce que si on réfléchit à tout ce qui a été dit, moi, ce que je retiens dans tout ce qui a été dit, et parce que la question de la précarité a été très, très bien posée par Gaël, je crois que l'enjeu, il est sociétal et que, à la différence peut-être de la façon dont on aurait pu penser une transition énergétique il y a 40 ans, on se rend compte que l'humain est quand même devenu bien plus important. Alors, pour des mauvaises raisons, c'est l'individualisme, la consommation de masse, etc., mais aussi pour des bonnes raisons. Et l'humain est quand même pensé au cœur de ce système-là parce qu'on sait qu'on n'avancera pas sans la prise en compte de chaque individu. Et je dis bien de chaque individu et de tous les individus. Voilà. Ça vous va comme conclusion? Moi, j'achète. Bon, merci beaucoup. Bon appétit avec sobriété. Et un grand merci à Jean-Michel pour l'animation. Ouais, alors moi, je me permets juste, je vous fais un tout petit appel à votre générosité, à de la sobriété. Mettez-vous au fond de la salle, d'ailleurs.
J'ai disposé quelques plaquettes si ça vous intéresse de savoir un peu comment l'association fonctionne, si vous avez envie de rejoindre notre mouvement. On fait une campagne aujourd'hui pour essayer d'acheter un appartement supplémentaire pour pouvoir continuer à accueillir des personnes sans abri et les aider à reprendre vie. C'est seulement une centaine de personnes qui donnent 20 € par mois, 5 € après réduction fiscale. 5 €, c'est même pas un demi-paquet de cigarettes par mois, c'est un café. Alors, avec un tout petit peu plus de sobriété, si vous voulez bien nous aider, on pourra encore aider des personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.